Oui. Et justement, on va enchaîner avec le professeur Lionel Collet qui préside la Haute Autorité de Santé et qui va faire l'exposé suivant. Il va nous parler de l'accréditation des médecins et des équipes médicales. C'est un honneur et un plaisir de l'Académie de chirurgie de recevoir le président de la Haute Autorité de Santé. Merci, merci beaucoup. Merci et d'abord merci de m'avoir invité. Je remercie le président Olivier Jardel, secrétaire perpétuel, et bien évidemment le professeur Benamou pour cette invitation qui donne l'occasion à la Haute Autorité de Santé de venir vous parler de l'accréditation. Mais je suis devant des personnes qui connaissent déjà l'accréditation. Donc, ce dont on va parler, c'est où en est l'accréditation aujourd'hui et où va-t-elle quand on regarde le dispositif général tel qu'il vient de vous être présenté par Olivier, qui est de dire aujourd'hui un professionnel de santé, quelle que soit sa profession de santé, a une obligation triennale de DPC. Parmi les professionnels de santé, les 7 professions de santé qui ont un ordre ont une obligation de certification périodique par la loi une fois tous les 6 ans. Et au sein de ces 7 professions, parmi les médecins qui ont une spécialité à risque n'ont pas d'obligation, mais ont la possibilité de demander une accréditation. Mais il y a un lien entre les trois. Le lien entre les trois, c'est que l'accréditation vaut DPC. Et l'ordonnance, qui prévoit la certification périodique, a inscrit une formule assez simple qui dit les actions de DPC, de formation continue et d'accréditation sont prises en compte au titre de la certification. Mais pris en compte ne signifie pas équivalence. C'est-à-dire autant l'accréditation valide le DPC, autant elle répond aux exigences de la certification périodique. Et là, il y a une nuance. Alors nous allons très rapidement. Ah, comment est-ce que je passe à la suivante? Ah ben voilà. Donc, premier point, vous le savez, c'est un programme facultatif, c'est un programme volontaire. Vous savez qu'il a été créé il y a une quinzaine d'années, quand il y a eu la grande crise assurantielle, et c'était un moyen pour accompagner, aider les chirurgiens à pouvoir payer leurs primes d'assurance, au travers, en l'occurrence, d'une rémunération qui allait arriver, subvention, via l'assurance maladie. Et petit à petit, notre programme a évolué. La cible, elle est claire. Chirurgiens des spécialités à risque, ou médecins plus exactement des spécialités à risque, pour simplifier, c'est là où il y a un bloc opératoire. La mise en œuvre, c'est via des organismes agréés par la Haute Autorité de Santé que ça a lieu. Et c'est la Haute Autorité de Santé qui accrédite. Ça fait partie des rares décisions de la Haute Autorité de Santé. Dans les autres cas, la Haute Autorité de Santé émet des avis au pouvoir public et le pouvoir public décide. Donc, il y a un ensemble de spécialités prévues par un décret. Je ne reviendrai pas là-dessus. Sur est-ce que je peux avoir le grand écran? Je m'y prends mal, peut-être, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut que vous ayez à l'idée, c'est que ce n'est plus l'accréditation que vous avez connue il y a 15 ans. Au départ, l'accréditation reposait sur un programme assez logique, centré sur les événements indésirables associés aux soins, c'est-à-dire leur identification, leur repérage, leur gestion, leur déclaration, sur les activités en question, sur des recommandations. Aujourd'hui, ça s'est adapté. Ça s'est adapté au travers de 5 axes. Et ça, c'est lié à des modifications de ces dernières années, voire de ces derniers mois. Les 5 axes sont assez simples. L'amélioration de la sécurité du patient ne vous étonnera pas. L'amélioration du travail en équipe, et là, je pense à la présentation qu'il y a eu sur les compétences non techniques, c'est effectivement un des éléments essentiels, d'autant plus qu'on peut dire pour le moins que ces compétences non techniques sont guère enseignées dans les facultés de médecine. Or, vous avez évoqué un chiffre de 75% là-dedans. Moi, j'avais comme chiffre qu'à peu près 25%, un peu plus de 25% des événements indésirables qui nous remontaient étaient liés à des compétences que vous qualifierez de non techniques et qui sont en partie des compétences d'organisation, des compétences de coopération, des compétences de leadership, des compétences d'animation d'équipe. L'amélioration des pratiques professionnelles, ça ne nous étonnera pas non plus de le trouver. Et les deux éléments nouveaux, et recouvre ce qu'a présenté Olivier juste avant moi, ce sont des modules de relation avec le patient déjà présents dans la certification périodique et des modules de santé du professionnel également déjà présents dans la certification périodique pour permettre plus facilement à celles et ceux qui seront ou qui sont accrédités de pouvoir répondre, comme je disais, aux exigences de certification sous la réserve que cela corresponde aux éléments du référentiel du CNP correspondant. Alors, quelques chiffres pour vous. Aujourd'hui, en France, environ 35 000 médecins sont éligibles à l'accréditation et un peu moins de 10 000 sont accrédités.
Et il y a deux éléments de variabilité. Le premier, c'est la spécialité. Vous voyez ici en marron foncé le nombre de médecins accrédités et vous voyez, on va dire en ocre, si vous voulez bien, le nombre de médecins éligibles au total. Vous voyez qu'il y a quelques spécialités dans lesquelles il y a vraiment une quantité significative de nombre de médecins accrédités en pourcentage. La chirurgie vasculaire, la chirurgie thoracique, l'orthopédie. Il y en a que je ne citerai pas, puisque c'était mon ancienne spécialité, mais citons-là, l'otorino se porte moins bien sur le nombre de médecins accrédités par rapport au nombre de médecins éligibles. Donc il y a cette variabilité, mais c'est facultatif. L'autre élément à ne pas oublier, et nous y reviendrons, c'est qu'il y a une différence entre privé et public, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Quand on interroge les médecins sur l'accréditation, que disent-ils? Eh bien, c'est une étude qui a eu lieu l'été dernier avec BVA, et vous voyez que globalement, les médecins apprécient l'accréditation, mais particulièrement la démarche en équipe. Car l'élément fondamental aujourd'hui, c'est qu'on peut être accrédité à titre personnel, on peut demander l'accréditation d'une équipe médicale, et ce qui permet l'accréditation de chacun des médecins de l'équipe en l'occurrence. Et la démarche en équipe, elle est vraiment appréciée. Ils considèrent qu'ils ont gagné en communication interne, ils considèrent qu'il y a une meilleure reconnaissance du travail, même si je regrette les chiffres. 33% contre 49%, ça reste faible. Et qu'il y a un soutien renforcé par la direction pour près d'une équipe sur deux lorsqu'ils ont choisi ce mode d'accréditation. Alors, regardez les équipes accréditées. Vous voyez que depuis 2015, le nombre d'équipes accréditées chaque année s'est accru. Et aujourd'hui, plus de 30% de tous les médecins accrédités le sont en équipe en France. Alors, nous sommes dans une session en lien avec la formation des opérateurs. Est-ce que véritablement l'accréditation est adaptée à la formation initiale? Non, ce n'est pas pour la formation initiale, mais c'est dans la formation initiale qu'on apprend à la fois les compétences techniques, mais aussi des compétences non techniques sur le modèle de l'apprentissage, ce que les psychologues appellent par imitation de modèle. Et sur un plan simplement, avoir vu faire la checklist au bloc opératoire, c'est un moyen aussi pour le futur chirurgien éventuel de pouvoir ne pas oublier de le reproduire. Alors, dans la formation professionnelle continue, elle a sa place, comme on l'a dit, pour les connaissances, pour les techniques, pour ce qui a été évoqué comme non technique, je suis très sensible à cela, avec des outils. Je me retourne vers M. Tomaso tout à l'heure, qui a soulevé la question de la simulation en santé et du travail de la HAS. Je peux simplement vous dire qu'effectivement, il y a eu un gros travail de la HAS qui a abouti à un guide en 2012. Ce guide est en cours d'actualisation et je ne veux pas être dans le scoop, mais c'est une question de semaines et non pas de mois avant qu'il soit examiné par le Collège de la Haute Autorité de Santé. Donc, nous avons l'ensemble de ces éléments et je voulais rester sur un dernier point, c'est le secteur public. Le secteur public développe peu, par rapport au secteur privé, la démarche d'accréditation. Et ça se comprend aisément parce que ce n'est pas ceux qui ont le souci de la prime assurantielle. Néanmoins, si on veut raisonner en termes de qualité et de qualité par rapport à nos patients, le public a tout intérêt à s'ouvrir d'autant plus à l'accréditation. Et il a un autre argument. L'argument, c'est la certification périodique des professionnels de santé. Car elle concerne, comme je l'ai dit, tous les professionnels des santé des 7 ordres. Et donc, en ce qui concerne les médecins des spécialités à risque, encourager l'accréditation, c'est faciliter également la certification des médecins de ces spécialités-là dans les établissements de santé publics, en l'occurrence. Et là, vous voyez les chiffres assez simples. En orange, c'est le nombre qu'il y a d'équipes accréditées en public, et en bleu, en privé. Je crois qu'il y a peu globalement de discussion. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention.